Bonjour Daniel, Bonjour merci pour Hélène, cette invitation. Merci beaucoup. mais c'est un grand plaisir de te recevoir de nouveau, du moins de te recevoir par le biais d'une visio. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de le faire en présentiel, ça sera intéressant aussi. Aujourd'hui, tu as accepté de revenir un petit peu pour nous parler d'un sujet peut-être plus difficile, mais qui est nécessaire aussi à aborder. C'est la notion des conflits, des guerres et des conséquences sur toute la dimension transgénérationnelle, sur voilà, sur les générations suivantes. Alors déjà, quand on parle de conflit, bon, c'est vrai qu'on a connu des périodes récemment très difficiles et on est encore dans des perceptions de conflits de par le monde. Hein. Il y a pas de pays, il n'y a pas d'État qui ne sont pas en conflit ni en guerre. Donc ça génère aussi des exils, des Oui, migrations l'immigration, ouais. Mm. et il y a de multiples impacts autour de la perception des conflits. Mais sur le transgénérationnel, peut-être qu'on va plus ou moins s'arrêter à une période déterminée, je sais pas, euh, pour éviter Oui, d'avoir remonté trop loin. oui. Juste quand même pour dire que, en fait, souvent, 4, 5 générations permettent d'évacuer les gros traumatismes et les gros stress. Sauf si de génération en génération, on va rajouter des stress importants, auquel cas la fluidité ne s'installe pas. Et juste pour faire court, on a encore des conséquences de certains guillotinés sous la Révolution, de la Terreur, etc. Il y a des personnes, en remontant leur arbre, qui se sont aperçues qu'elles ne pouvaient pas, par exemple, porter de cravate ou de foulard, ou qu'elles avaient des pathologies de gorge et que ben, il y avait eu des ancêtres guillotinés. Voilà. Donc, ça peut, cette énergie, s'épuiser, mais pour certains, ça vient se réactiver, certainement parce qu'il y a eu des guerres comme la guerre de 14 et la guerre de 40 qui ont réalimenté cette faille et cette fragilité familiale. Voilà, hein. Donc ça, c'est important vraiment d'en prendre conscience. Je ne sais pas si on a besoin de se focaliser sur un événement, sur une guerre. Mais on peut peut-être envisager les conflits de façon générale et on verra si on a besoin d'affiner. Voilà, peut-être. Oui, en effet, de façon générale, à savoir que déjà le XXe siècle a de lui-même son lot de guerres, d'insurrections de par le monde, hein, pas seulement les deux grandes guerres mondiales, il y a aussi des guerres partout dans le monde. On va dire que déjà, si on recule sur deux et demie générations en arrière, on a déjà pas mal emmagasiné d'informations par rapport à ça. Oui, oui. Et donc, on peut avoir des pères, des oncles, etc., de cette génération-là qui ont fait la guerre. Par exemple, ça peut être la guerre d'Algérie, l'Indochine. On va avoir peut-être des grands-pères et des grands-oncles, etc., qui ont fait la guerre de 40. Et puis au-dessus, les arrière-grands-parents, enfin, selon où on se positionne, les arrière-grands-parents qui ont fait la guerre de 14. Voire ceux qui ont connu 1870, voilà, hein, la cinquième génération. Donc, on est issu de générations où les hommes sont partis à la guerre. C'est rare quand un homme n'a pas fait la guerre. Alors, il y a peut-être des raisons, hein, mais soutien de famille et autres. Voilà. Et donc, ça va générer d'autres mémoires aussi, hein. Voilà, pour le soutien de famille, il peut y avoir euh, comme conséquence euh, un sentiment de honte de ne pas avoir un ascendant qui a fait la guerre. Il y en a qui se sont sentis frustrés, un petit peu empêchés d'aller faire leur guerre aussi en étant soutien de famille. Ou au contraire, il y en a qui ont aimé cette place pour justement garder un petit peu les propriétés, les maisons, voilà, hein, et ne pas. Alors, après, tout dépend, hein. Si par exemple, cette personne, on lui dit, ben, tu es soutien de famille, tu ne pars pas à la guerre, il peut être content parce qu'en fait, il a eu des militaires ou des jeunes morts dans son clan, en mémoire, lui, il vient réparer en disant, ben, moi, je pars pas à la guerre. Donc ça, c'est important aussi de voir, de se replacer toujours dans le contexte.
Tu parles de, bon, donc, de personnes qui ne sont pas parties parce qu'ils étaient soutien de famille. Il y a aussi par ceux qui exemple. ont essayé de fuir pendant Oui, les oui, oui, démarches, voilà, complètement. qui ont été appelés et qui ont préféré fuir pendant la période déterminée de guerre, moins ce qu'ils espéraient, période déterminée de guerre. Donc là, s'ils étaient prisonniers, ils étaient condamnés s'ils se faisaient rattraper en cours de route dans leur fuite. Oui, Il y a tout un oui. sentiment de peur aussi autour de ça. Complètement. Et puis, quelquefois, on peut avoir un sentiment qui perdure après dans les générations, euh, d'avoir trahi quand même sa patrie. Donc, certains descendants de ces hommes-là vont avoir cette impression-là. Il y en a d'autres qui vont dire que, en fait, la fuite permet de vivre et donc, dans leur vie, il peut s'instaurer inconsciemment cet effet-là, c'est-à-dire je pars pour mieux vivre. Donc, ça peut être des personnes qui se retrouvent entre guillemets nomades, qui ont du mal à s'ancrer, parce qu'en fait, au-dessus, c'est ce qui s'est passé. Fuir, aller plus loin, a permis de mieux vivre et exister pleinement. Voilà. Il y a vraiment aussi, par exemple, ceux qui ont déserté, euh, par exemple, pour des convictions. Ils ne veulent pas faire la guerre, ils ne veulent tuer personne, etc. Alors, ça envoie des informations sur quelles sont mes valeurs et est-ce que je me respecte ou est-ce que j'adhère à quelque chose qui est au-dessus de moi, l'État, qui m'oblige à aller contre mes valeurs. Donc, ça peut être chez les descendants un tiraillement perpétuel entre comment je me positionne et est-ce que j'ose me positionner. Et puis, il y aura d'autres descendants hein, des mêmes enfin, du même fait qui vont dire, moi, je tranche, c'est toujours moi. Je prends mes valeurs. Et donc, du coup, je suis en rébellion systématique contre ce qu'on me propose. Voilà. Donc ça, c'est super important de voir comment on se positionne dans l'arbre. Certains vont prendre ben, le contre-pied ou d'autres qui vont adhérer. Alors, pour ceux qui, par exemple, ont déserté, on le voit beaucoup. Il y a le clan qui peut se partager en deux. Ça peut devenir complètement tabou. On va inventer une histoire pour ce personnage-là, de façon à ne pas prononcer le mot désertion. Et puis, il va y avoir d'autres qui vont oser affirmer le mot désertion et le dire et l'expliquer. Donc voilà, hein, ça peut emmener des clivages familiaux et des incompréhensions et du coup des conflits qui viennent surgir en intrafamilial alors que c'était au départ quelque chose qui dépassait le cadre familial. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des fratries? Si, par exemple, aujourd'hui, dans une fratrie, je ne sais pas moi, de deux, trois enfants, on va dire de trois enfants, euh, comment ça se passe au niveau du portage d'informations? Si, par exemple, leur aïeul, leur arrière-grand-père a été déserteur, est-ce que les trois portent la charge émotionnelle de la mémoire ou est-ce qu'il y en a un qui va le porter davantage? Comment ça se passe? Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux dans la fratrie. Chacun va avoir une particularité, une sorte de mission. Alors beaucoup n'aiment pas trop le mot mission parce que voilà, c'est un petit peu pesant. Mais c'est peut-être un des mots qui qualifie le mieux la façon de se comporter par rapport à l'histoire. Et donc, euh, pour venir à ton exemple, sur les trois, il y en aura un peut-être qui sera plus sensible au ressenti de son aïeul et qui va essayer de se mettre à sa place sans trop savoir pourquoi, mais peut-être qu'il est formaté pour ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, ben non, ils vont essayer de le juger ou en tout cas de se positionner par rapport à ce que cet aïeul a fait. Alors, qui prend en charge, qui travaille son arbre ou pas, eh bien, peut-être que et c'est bon d'examiner les liens en psychogénéalogie.
Par exemple, si je porte le prénom de cet aïeul, forcément, on m'envoie un message. Peut-être que si on me donne ce prénom, c'est que ben, on a besoin de le faire revivre et à travers moi. Et donc, j'ai peut-être une charge à travers ce prénom. Et puis, il peut y avoir un autre lien qui est la place dans la fratrie, justement. Si mon aïeul est numéro un et que moi, je suis numéro un, il peut y avoir ce glissement-là. Le numéro un prend en charge parce qu'on a la même place et donc, du coup, il va y avoir ce transposé-là où je serai peut-être un peu plus sensible à cet aïeul. Et puis, un autre lien aussi qui est important, c'est les dates. Donc, si je nais sur une date qui concerne cet aïeul, sa date de naissance, sa date de conception, sa date de décès, eh bien, je peux être un petit peu plus sensible à cet aïeul. Alors, ça ne veut pas dire obligatoirement, hein, mais voilà, c'est des liens qu'on regarde attentivement pour voir un petit peu comment on peut être piégé, entre guillemets, et une belle petite marionnette du coup. Tu parlais tout à l'heure de guillotine et de sensation pour certains d'avoir du mal à porter des colliers, Oui. des cravates, des écharpes, etc., etc. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui, c'est pour revenir un petit peu dans notre présent, qu'en est-il aujourd'hui quand il y a encore pas si longtemps en arrière, dans notre période, on entend un gouvernant parler de guerre. Qu'en est-il au niveau du système Ah oui. de l'ADN et de l'information de la mémoire de l'ADN sur une population? Quels sont les impacts? Alors, les impacts, ça, moi je l'ai vu hein, vraiment concrètement dans les consultations qui ont suivi. Ça a été immédiat, des peurs irraisonnées, des angoisses, des insomnies chez des descendants qui avaient déjà entendu ces mots, conflit, on est en guerre, couvre-feu, pénurie, manque. Donc tous ces pauvres gens qui remplissaient leurs chariots de façon démesurée, eh bien, en fait, ils étaient dans des peurs qui ne leur appartenaient pas forcément. Et donc, la pénurie, pour ceux qui ont un clan où il y a eu pénurie, vraiment manque, faim, hein, il y en a qui ont connu la faim, eh bien, ils étaient un petit peu téléguidés à avoir des réactions un petit peu déraisonnées et en tout cas irrationnelles, de remplir à tout prix leur frigo, leur, leur placard. Il y en a d'autres qui ont contacté des peurs viscérales de mourir. Quand on est en guerre, on peut mourir. Rien que le mot appelle le mot mort. Et donc, des peurs irrationnelles de mourir, alors qu'il n'y avait pas forcément lieu hein, de craindre ça. Donc, ça s'est installé comme ça, hein, dans des comportements de peur irraisonnés. J'ai vu aussi une personne qui a développé, par exemple, un psoriasis géant. Et en se remémorant et en revenant sur les moments où elle avait pu développer ces pathologies de peau, où il y en avait en fait très peu dans sa vie, il y en avait un très mémorable qui était en lien direct avec sa mère et la guerre. Et donc, elle avait eu peur, toute petite enfant, de perdre sa mère. Et là, donc en 2020, s'est réveillée cette peur, où là, elle avait peur de perdre sa fille, qui était infirmière, elle ne pouvait pas voir, et donc qui était prisonnière, entre guillemets, de sa vocation. Et donc, voilà, hein, la même peur s'est réveillée. Voilà. Et pour des conflits, entre guillemets, complètement différents, mais les mots avaient été utilisés et donc entendus. Et donc les mémoires du corps se sont réveillées à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est important de le voir parce qu'en fait, tout le vocabulaire choisi par nos gouvernants, par l'entourage, voilà, les voisins qui ont peur, vont nous faire rentrer dans des peurs, même si nous, on n'a pas peur. Et donc, plus on va connaître notre histoire familiale, qui a fait quoi pendant les guerres, comment ça s'est passé, moi, je reviens beaucoup en consultation, énormément.
même si le sujet de la problématique concernée n'est pas forcément en lien direct, mais c'est des périodes qui sont encore très fragilisantes pour nous. Et tant qu'on n'a pas l'histoire la plus concrète possible, où on sait, on s'approche de la vérité, eh bien, tant qu'on n'a pas élaboré ça, il peut y avoir des conséquences. On peut voir on va peut-être prendre la dernière base du XXe siècle. Euh, Au cours du XXe siècle, pendant les périodes de guerre, et il y en a eu énormément, euh, il y a eu aussi des disparitions. Ces tombes de morts inconnues pour la France ou pour un autre pays, bien sûr, ou même carrément des personnes qui ont complètement disparu des Oui, circuits administratifs et des registres, et oui, où même les descendants n'ont absolument aujourd'hui encore aucune information. En toute logique, on se doute que ces personnes ne sont plus vivantes, ne sont plus présentes pratiquement mm, un siècle après, mais au niveau de l'empreinte familiale, il y a aussi un grand vide, une dimension de se dire, mais où est cette personne? Peut-être pas formulée, peut-être pas consciente, parce oui, qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont dans une réelle démarche de connaître un petit peu leur histoire oui. familiale. Euh, mais qu'en est-il après sur l'impact du générationnel, de ces disparitions ou même de Oui, ces morts inconnues pour la France, etc. oui. Alors déjà, le deuil ne peut pas s'enclencher. Le processus, euh, l'œil humain a besoin de constater. C'est pour ça que c'est important, si l'on peut, de voir le mort, le défunt, d'assister à des funérailles. Bref, l'enterrement est important. C'est un des rituels importants. Donc, s'il n'y a pas, on a toujours l'espoir qu'il est parti ailleurs, qu'il vit, que ce défunt n'est pas défunt. Voilà. Donc, il y a cet espoir-là. Moi, je me pose la question aujourd'hui, quand je vois des disparitions de tous âges, hein, si ça vient pas réveiller des mémoires de disparition dans le clan, de militaires qui sont jamais revenus, etc. On a dans nos clans facilement le souvenir d'une fiancée qui n'a jamais vu revenir son militaire qu'elle attend. Et qu'elle s'est toujours habillée en noir et qu'elle est restée célibataire, etc. On a des clichés comme ça. Donc, on peut avoir après justement des conséquences comme ça. S'interdire de procréer pour pas vivre cette souffrance-là, par exemple. Les disparitions, euh, elles vont amener des comportements très particulier parce qu'en fait, la personne n'est pas enterrée. Donc, on va partir dans quelque chose voilà, d'espoir. Moi, si tu veux, je peux te donner un exemple précis de ce que ma mère a vécu et ses frères et sœurs. Parce que quand elle avait 10 ans, son frère de 20 ans est donc parti en Tunisie. C'était en 46, juste après la guerre, mais pour soutenir justement la sécurité, l'ordre dans le pays. Voilà. Et donc, il n'est jamais revenu puisqu'il est mort de fièvre typhoïde 5 mois après. Le corps n'a pas été rapatrié. Et donc, en fait, pendant 60 ans, on ne savait pas où était ce corps. Et il a fallu que moi, je fasse la démarche, parce que j'étais sensibilisée par ma formation de l'époque, ma démarche de retrouver où était l'emplacement du corps. Je me disais, l'armée n'a pas pu laisser son militaire comme ça. Voilà. Et donc, je l'ai retrouvé. Pendant un an, j'ai fait des démarches et j'ai retrouvé. Et je me suis aperçue, quand ma mère a appris où se trouvait le corps, combien son deuil était figé, en suspens. Dans son corps, j'ai vu un apaisement, une détente, mais vraiment visuelle. Et en fait, la semaine suivante, elle prenait son billet d'avion pour aller voir le corps, pour constater. Alors, donc, c'était juste dans un cimetière militaire, le nom, la plaque, elle l'a photographié et on a eu sur le buffet la photo du jeune militaire et la photo de l'emplacement où il était. Et là, enfin,
le processus de deuil s'est mis en route. Elle a pu en parler, elle a pu exprimer ce qu'elle avait ressenti. Et parmi les frères et sœurs, comme quoi on parlait dans la fratrie, tout le monde est différent. Il y a certains qui ont eu besoin d'aller constater et d'autres qui ont dit, je garde la mémoire de ce qui s'est passé, je n'y vais pas. Voilà, donc vraiment, chacun s'approprie et vit à sa façon, hein, ce deuil. Mais en tout cas, ce que je peux témoigner, moi, personnellement, c'est que tout le temps, de tout temps, quand mes parents partaient en vacances, en week-end, etc., il y avait comme une peur latente, départ égale mort. Et donc, il y avait chez mes parents, chez ma mère, entre autres, une sorte d'angoisse qu'elle ne revienne pas. Ou, enfin, voilà, c'était très confus, elle ne le disait pas. Mais moi, en tant qu'enfant, grandissant dans cette ambiance-là, je savais que quand il y avait un départ, il y avait un stress chez mes parents. Et donc, petit à petit, elle a apprivoisé ce fait. Et ça a été concomitant avec mon départ dans le sud, où j'ai mis de la distance. Hein. Eh bien, en fait, je lui ai expliqué, j'ai mis les mots. Mon départ n'est pas synonyme de mort. Et elle a fait le lien avec ce qui s'était passé avec son jeune militaire de frère. Et depuis, voilà, les départs se vivent beaucoup plus facilement. Peut-être qu'elle a pu réussir à faire le lien justement parce qu'elle a pu avoir un visuel. Mais si elle n'avait pas eu le Complètement. visuel, est-ce que tu penses qu'elle aurait pu faire le lien ou au moins être plus dans cette acceptation ou pas? Alors, peut-être que moi, à cette époque qui commençait les études de psychogénéalogie, j'aurais pu l'amener à cheminer, mais le fait de voir et son geste spontané de prendre en photo et de ramener cette photo et de l'avoir sous les yeux tous les jours, ça a aidé. C'est pour ça que bien souvent, je conseille, même pour les personnes qui n'aiment pas les cimetières, d'aller voir la tombe. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, on constate. On ne peut que constater. Voilà. Et, Et donc, et ça enclenche quelque chose de concret, en fait. oui, mais quand il n'y a pas de ton, comment on fait? Alors, quand il n'y a pas de tombe, c'est voir un petit peu quel rituel je peux mettre en place pour enterrer quelque chose qui va m'aider concrètement. Voilà. Parce qu'en fait, le transgénérationnel, on peut travailler sur plein de plans différents. Il y en a qui disent, oui, mais moi, je les fais partir dans la lumière. Je pense par exemple à des fausses couches ou des avortements. Mais quand on fait ça, quelquefois, on oublie le côté d'ancrage terrestre, de la densité de ce que notre incarnation nous demande de travailler. On ne s'incarne pas par hasard dans une famille où il peut y avoir des disparitions, par exemple. C'est que peut-être qu'on a besoin de travailler concrètement. Et donc, le fait de créer un rituel à soi, dans la matière, va permettre, en tout cas, moi, je le constate beaucoup, va permettre justement de s'inscrire dans quelque chose de je passe à autre chose. Il est là, elle est là, et donc je peux après continuer ma vie. Donc ça, voilà, ça peut être possible comme ça. On va revenir sur les champs de guerre et sur ces massacres finalement, parce que les pauvres étaient envoyés plus par obligation que par réelle conviction. Et dans cette dimension de massacre où ils mouraient tous sous les joues d'une violence insoutenable, au niveau de la transmission dans l'ADN, dans la mémoire cellulaire, comment ça se passe pour les descendants? Quels peuvent être les différents impacts que l'on peut observer qui pourraient être apaisés par un travail en transgénérationnel, par exemple? Oui, alors justement, c'est bon de savoir de quel côté était la famille, par exemple. Moi, je le vois par exemple en Espagne. Est-ce qu'on était pro-Franco, contre Franco? En France, est-ce qu'on était pro-Pétain, pro-De Gaulle?
pro-nazis, miliciens, collabos ou justement en rébellion contre cet état-là de- d'occupation. Voilà. Donc, ainsi, on va savoir. Alors, après, il faut toujours se remettre dans le contexte. Je pense à quelqu'un qui venait d'apprendre que son grand-père avait été collabo. En se remettant dans le contexte, pour apaiser un petit peu sa souffrance de devoir transmettre à ses enfants cette soi-disant horreur, on est allé visiter l'histoire de ce grand-père qui était donc dans un conseil municipal dans un tout petit village. Le village a été donc envahi par les nazis, les SS, les durs, et ils ont dit, ben voilà, si vous nous obéissez pas, on sait où votre famille habite. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de ce grand-père? Donc, il s'est mis à collaborer avec voilà, l'occupant. Et comme j'expliquais à cette dame, mais peut-être qu'il a collaboré de façon très passive pour que les 8 enfants qu'il avait à la maison puissent survivre. Et dans la réalité, s'il n'avait pas fait ça, vous, qui êtes en face de moi, ne seriez peut-être pas là. Voilà. Ça, c'est important aussi de toujours se remettre dans le contexte. Il y a de la collaboration qui a engendré des fortunes, voilà, de l'argent mal gagné. Oui, là aussi, il y a une transmission très particulière par rapport à ça, où on peut avoir des descendants qui vont gagner beaucoup d'argent, tout perdre, qui vont s'empêcher de gagner de l'argent, qui vont rentrer dans un système qui va dire l'argent c'est sale, l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Et ne pas s'autoriser. Mais parce que peut-être qu'au-dessus, justement, on retrouve ces mémoires-là. Et puis, il va y avoir la collaboration, comme je viens d'expliquer, passive, le moins possible. On peut aider en parallèle de officiellement contribuer à l'occupant, etc. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de voir comment chacun s'est positionné, quelles étaient les valeurs. Alors, un exemple aussi, les malgré nous. Donc, quand les Allemands en 40 ont envahi la France, ils ont annexé carrément la Moselle, l'Alsace. Et on a des malgré nous, des gens qui ont été enrôlés de force dans l'armée allemande alors qu'ils étaient dans l'âme français. Donc là aussi, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de colère chez les descendants. Une colère, ils ne savent même pas d'où elle vient, dévastatrice. Parce qu'en fait, leur ancêtre n'a pas pu exprimer. Il a dû subir cet enrôlement et n'a pas pu exprimer ses valeurs, ses croyances, sa rébellion, etc., sous peine d'être fusillé. Et puis, il va y avoir aussi ceux qui, tout compte fait, ont trouvé bien d'être allemands à ce moment-là, parce que ben, c'était sur la pente ascendante, les nazis allaient gagner, etc. Et donc, eux avaient besoin de ça dans leur incarnation. Voilà. Hein, donc, voilà. Chez les malgré nous, les descendants, il y a énormément de rébellion contre l'autorité qui impose. L'injustice d'être embarqué dans quelque chose où on n'a pas droit à la parole, à se positionner. Il peut y avoir de la honte, il peut y avoir l'humiliation, etc., etc., la culpabilité. Voilà. Et donc, tous ces ressentis vont se retrouver plus ou moins marquants, mais quand même installés dans des secteurs de vie qui n'ont rien à voir avec la guerre. Hein, ça peut être des gens qui me disent ah ben moi, de toute façon, l'injustice, elle est partout, je me sens injustement traitée. Et ça peut être dans le couple, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être dans la sphère professionnelle, etc. Mais quand il y a des excès, quels qu'ils soient, bien souvent, c'est un ancêtre ou des ancêtres qui passent à travers nous pour parler. Voilà, hein, à nous de chercher un petit peu comment ça se met en place. Donc, c'est super important hein, aussi de voir que dans tous ces conflits, il va y avoir, donc on a vu des comportements, des émotions qui vont donc s'installer dans le corps de façon très durable jusqu'à ce que des descendants sou- ouvrent les yeux, mettent des mots, font un travail personnel, etc., pour libérer en fait les souffrances des ascendants.
Ça, ça nous allège, ça allège nos descendants, nos enfants et petits-enfants, mais aussi il faut bien voir qu'il y a des ancêtres qui sont beaucoup plus légers, qui peuvent continuer leur évolution ailleurs, sur d'autres plans. Et donc, il y a une fluidité qui s'installe. On le sent, en fait, quand on fait ce travail, une légèreté qui s'installe en nous. Donc, je pense que les ancêtres aussi s'allègent aussi. Voilà. Et par rapport à ça, quel pourrait être, alors je dis bien dans la généralité, on ne va pas s'arrêter à un cas bien spécifique, mais quels pourraient être les symptômes ou les observations que nous, aujourd'hui, dans notre présent, on pourrait faire pour arriver à se dire, voilà, c'est peut-être parce que j'ai tel arrière-grand-parent, grand-oncle, Oui. grand-tante, etc., qui a vécu ça, qu'aujourd'hui je rencontre telle problématique, soit relationnelle, soit de santé. Alors je précise encore, ce n'est pas des généralités, ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque Oui. chose dans l'ascendance que l'on va être malade. Et non plus, bon, ben, on peut être malade sans avoir eu de gros Ah oui. traumatismes dans l'ascendance. Ça, c'est important, on ne fait pas des généralités. Là, c'est ma question, c'est quel pourrait être, voilà, toi, en tant que praticienne en transgénérationnel, quels sont les symptômes communs qui peuvent être identifiés, qui permettraient au moins de se questionner? Oui. Alors, par exemple, on va avoir, on dit, donc il y a une psychogénéalogiste, Farida Bennett, qui dit que, en fait, une des conséquences des guerres, c'est d'amoindrir le potentiel de ce qui est transmis de parents à enfants. Le masculin, l'homme, n'est pas forcément dans le clan. Il est à la guerre. Et s'il n'est pas à la guerre, il est ailleurs aussi dans son mental, parce qu'en fait, la guerre rentre dans toutes les maisons. Même dans les contrées où il n'y a pas la guerre s'invite. L'histoire, la grande histoire s'invite toujours dans les maisons. Donc, on a un petit peu plus de stress, d'angoisse, de peur de manquer, etc. Et donc, ce potentiel masculin, il peut y avoir des conséquences qui sont, ben, je ne vais pas faire d'homme, je ne vais pas faire de garçon. Il peut y avoir des fratries de filles, parce qu'on en a marre d'envoyer de la chair à canon, par exemple. Ou alors, si on est dans un clan de famille militaire, il va y avoir, au contraire, des garçons qui vont arriver pour alimenter justement ce clan de militaires. Voilà, donc ça, c'est propre à chacun. Après, chez les descendants, il peut y avoir une attirance vers la mort, des attitudes pseudo-suicidaires. Je ne fais pas attention à moi, je roule à tombeau ouvert, je travaille comme un fou, je me tue à la tâche, je vais être sensible au sujet de la mort, à des films, à des livres, etc. Les guerres vont occuper de l'espace. On sent quand on est attiré par des événements. Il y en a qui me disent, moi, la guerre de 40, moi, elle m'envoûte. Et pourtant, je sais pas, moi, j'ai pas de juifs dans mon clan, j'ai pas, voilà. Mais il y a quelque chose. Alors, est-ce que si on croit aux vies antérieures, on a vécu des choses aussi à ce niveau-là? Certainement. En tout cas, il y a quelque chose qui va heurter, hein, le transgénérationnel, les vies antérieures, et donc, il va y avoir ces attirances-là. On sait par exemple que chez des descendants de juifs internés dans les camps, qui en sont morts ou qui en sont sortis, chez les descendants qui ne savaient rien de l'histoire, qui, entre autres, par exemple, pour certains, ont immigré au Canada, où il y a eu des études scientifiques qui ont été faites. Ces jeunes étaient traumatisés par des cauchemars récurrents de feu, de squelettes, de cheminées, etc. Et donc, en fait, ils mettaient en scène dans leurs cauchemars des fours crématoires, sans le savoir. Donc, on va être attiré par certaines choses. Il y a d'autres descendants, donc toujours par exemple dans ces études faites au Canada, on s'est aperçu que des descendants de juifs ont intégré des mouvements pro-nazis après la guerre.
pour voir un petit peu l'autre côté de la médaille, au grand désespoir de ceux qui ont survécu dans leur clan et justement qui se disaient, mais voilà, il y avait une incompréhension. Ça, c'est connu. Hein. Donc, je parle des Juifs, mais il y a aussi d'autres façons d'intégrer l'ennemi, en fait. Donc, il va y avoir aussi d'autres choses, par exemple, des dates anniversaires qui vont surgir dans le clan. Donc, c'est plus seulement la date anniversaire, la date de naissance et la date de décès du militaire qui est mort à la guerre, par exemple, mais ça peut être le jour du retour du héros, le jour du départ, le jour du bombardement, le jour où la ville où j'habite, où mon ascendant vivait, a été complètement bombardée et sous les gravats. Voilà. Hein, donc, dans chaque clan, il va y avoir des dates où il va y avoir une fragilité, peut-être, qui peut s'installer. Par exemple, on se rend compte que les personnes nées autour du 11 novembre, du 8 mai, elles peuvent être en lien, elles peuvent, hein, pas obligatoirement, mais en lien avec des événements de guerre. Voilà. Pas forcément la guerre de 14, la guerre, mais des guerres. Voilà, hein. Donc ça, c'est important. Parce que dans l'inconscient collectif, le 8 mai, ça fête le 8 mai 45. Le 11 novembre, c'est la guerre de 14. Voilà. Donc voilà, on peut avoir, ben on l'a vu, hein, par exemple, des déserteurs qui ont été fusillés pour l'exemple. Des personnes, par exemple, pendant la guerre de 14, des militaires qui ne voulaient plus tirer sur leur ennemi. Parce que, voilà, hein, il y a un très très beau film qui montre la trêve de Noël où les deux camps, allemands et français, jouaient au foot pour la veillée de Noël et le lendemain devaient à nouveau se tirer dessus. Voilà, ben, il y en a qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu. Et donc, les fusillés, pour l'exemple, les descendants peuvent avoir ces mémoires d'honneur parce que, voilà, ils honorent ce que l'ascendant a réussi à faire, à imposer. Et puis le déshonneur, parce qu'il y en a qui sont plus patriotiques que dans la famille. Donc voilà, il va y avoir ça aussi. Quel est le camp choisi par chacun des descendants? Et pareil, dans la démarche de comment ça peut impacter sur les descendants, on voit aussi depuis quelques décennies, même post-Seconde Guerre mondiale, hein, sans parler de toutes les autres guerres qui malheureusement ont fait leur désastre, de tous ces administratifs, gouvernementaux, on va pas citer, c'est pas l'idée non plus, qui sont dans le négationnisme de l'information, c'est-à-dire ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas été, les camps de concentration, ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de cet impact-là, etc. Quels sont les impacts mémoriels pour des personnes à qui on transmet une information comme ça, comme quoi ce que leurs grands-parents, arrière-grands-parents ou même parents ont vécu, quand on leur dit non, ça n'a pas existé, c'est faux. Quel peut Oui. être l'impact là-dessus? Alors, ça rejoint un petit peu la force du secret de famille. Quand on nie quelque chose qui est quand même assez évident, on va transmettre une vérité erronée. Et le clan va se bercer pour certains d'illusions en sachant qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce que quand on transmet à un enfant, par exemple, l'histoire, il sait quand c'est juste, quand ça résonne juste. Et donc, on aura beau essayer de le berner, il y a certains des enfants qui deviendront adultes qui vont se réveiller. Ça, c'est la force du secret. Si on nie les camps de concentration, peut-être qu'il y a tellement de souffrance chez ceux qui nient que, ils préfèrent voir comme ça. Peut-être, j'en sais rien, hein, mais je peux lancer cette hypothèse-là. En tout cas, tant que la vérité n'est pas installée, il y aura souvent des personnes dans chaque famille qui vont remuer les choses.
vont dire. Alors, sans aller parler de guerre, hein, quand on va gratter et faire notre arbre et demander, questionner, etc., bien souvent, on a des personnes qui disent, oh, mais laisse-les dormir, ils dorment bien jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on va gratter? Qu'est-ce qu'on va réveiller les morts? Ben, c'est exactement pareil. Il va y avoir des personnes, des historiens, des chercheurs, etc., qui vont aller chercher là où on ne pensait pas qu'il y avait forcément quelque chose de masqué. Ça, c'est hyper important. Il y en a qui vont être missionnés, téléguidés à faire ce travail-là. En tout cas, pour apaiser les familles, s'alléger, on a besoin d'aller dans la vérité. Et on ne peut pas esquiver parce qu'en fait, un de nos enfants ou petits-enfants aura cette charge à son tour si on ne fait pas son travail là. On ne peut pas éviter ce que notre âme a décidé d'incarner sur cette terre, dans cette vie-là. Ça nous revient en un jour ou l'autre, sous une autre forme peut-être. On va peut-être rencontrer un partenaire de vie, un conjoint, un ami qui va être sensibilisé parce qu'on veut éviter. On sait très bien, par exemple, une famille qui ne veut pas transmettre une maladie génétique va adopter un enfant qui peut, à son tour, développer cette maladie. Et pourtant, il a été choisi à l'autre bout du monde, etc. Donc, en fait, plus on va résister à l'histoire, à ce qui nous a été transmis, plus cette histoire va revenir sous forme de boomerang dans notre vie. C'est ainsi que si on accepte d'où l'on vient, ce que nos ancêtres ont fait, comment nos parents étaient, on a rien d'idéal. Personne a une enfance idéale, des parents idéaux, ça n'existe pas. Et donc, plus on va être dans une acceptation de ce qui est, et plus ça va aider justement à fluidifier. Ok, ils sont comme ça, mais ils ne sont pas que ça. Si par exemple on a eu un grand-père collabo, voilà, du mauvais côté vraiment, etc., mais il n'était pas que ça. Il a été peut-être un grand-père adorable avec moi. Et je peux avoir ces deux facettes de lui, en sachant qu'on a tous une part plus ou moins sombre. Et on ne peut pas tout résoudre. On peut être une bonne mère ou une mère, bon, pas très satisfaisante, mais en fait, on fait de notre mieux chaque fois. Et en se remettant dans le contexte de l'histoire et des guerres, c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui serait toujours en colère porte involontairement des mémoires de guerre ou alors c'est autre chose? Ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose, mais ça peut être aussi une guerre parce que elle a un ancêtre, cette personne, qui a été enrôlée de force. Elle a un ancêtre qui a été euh, embarqué au STO parce qu'il y a eu de la délation, que les voisins ont donné le nom, etc. On a, bah, en parlant de noms, hein, il peut y avoir des personnes chez les descendants qui perdent la mémoire des noms. Ils ont une très bonne mémoire, mais ils n'arrivent pas à retenir le nom des personnes, des interlocuteurs, des voisins, etc. Donner un nom fait mourir. C'est le message qui est transmis par peut-être cette amnésie justement sur les noms, cette mémoire défaillante. Voilà. Il y en a qui ont plus la mémoire des dates, des âges, parce que peut-être qu'il y a un âge, une date, des dates qui sont trop douloureuses. Donc ça, c'est important aussi. Et pour revenir à ta question sur la colère, on a énormément de colère. Euh, Juste pour faire un petit aparté sur ce que les femmes ont vécu pendant que les hommes étaient à la guerre. Pendant les guerres, les femmes ont tenu les usines. Elles étaient ouvrières. On avait besoin de bras dans les fermes, dans les propriétés agricoles, etc. Elles ont fait tourner un petit peu, hein, toutes ces usines et ces maisons, etc. Et quand les hommes sont revenus, elles ont dû reprendre la place derrière les fourneaux avec les enfants et on n'a pas voulu, pour la plupart du temps, justement, leur laisser un rôle actif hors les enfants.
Et là, il y a énormément de colère, énormément de frustration. Il y a eu des jugements de la part des hommes, alors pas tous, hein, mais des hommes qui disent: ah ben t'as fait ça, mais j'aurais pas fait ça, etc. Et qui ont repris leur ancien schéma, alors qu'elles, elles avaient pu inventer, créer, innover, faire bouger les choses à leur niveau. Voilà. Donc là, les colères, elles peuvent être aussi issues de là. Hein, pas forcément la ligne directe des militaires, mais aussi des frustrations vécues pendant la guerre. Les amours aussi pendant la guerre. Nos militaires, ils étaient jeunes, ils partaient 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ben, ils avaient peut-être une histoire là-bas et qu'ils ont été obligés de laisser. Et les femmes, de la même façon, on parle de l'horreur de la collaboration horizontale, etc. Mais il y avait de très belles histoires d'amour. Il y a eu des enfants issus de ces amours. Et donc, il peut y avoir énormément de colère aussi, de la non-reconnaissance. On les a montrés du doigt, on les a tendus, etc. Et donc, voilà, il peut y avoir des belles vocations d'esthéticienne, de coiffeur, pour justement apporter du beau sur quelque chose qui a été montré du doigt dans le clan. Ça, c'est le petit clin d'œil. Et on va mettre un petit peu plus de légèreté avec ton clin d'œil. Quel pourrait être aujourd'hui, alors encore une fois, dans un prisme très large, hein, ce n'est pas du cas par cas, dans ton recul professionnel, quelles pourraient être les identifications professionnelles d'activités aujourd'hui mises en place qui auraient ce petit clin d'œil, voilà, à des ancêtres par rapport à des situations Oui. de guerre? Quels seraient des exemples? Voilà. Ça peut être, par exemple, on le voit chez les familles où il y a de la migration. Ils ont quitté leur maison et quelquefois ils se retrouvent dans le pays d'accueil maçon. Alors, on sait, il y a des savoir-faire dans certains pays et moins dans d'autres, mais le côté maçon s'ancrer dans une maison de maçon, c'est pas une maison de promoteur immobilier, hein. C'est solide, ça dure des décennies, des générations, on la transmet. Donc il y a une peur aussi de perdre à nouveau et on s'enracine. Et puis il peut y avoir des prénoms, Pierre. Je m'inscris dans la pierre. Voilà, alors voilà, hein, tous les pierres n'ont pas cette histoire. Mais donc en fait, l'architecte, le maçon va donner, hein, va façonner quelque chose et ça va venir peut-être parler de perte. Selon le pays qu'on a perdu et puis la place de la cuisine dans ces pays-là, il peut y avoir de très bons cuisiniers, des personnes qui aiment les épices. Parce qu'en fait, pour les pieds noirs, par exemple, on a perdu toutes les bonnes odeurs qu'il y avait là-bas et qu'on ne retrouve pas forcément dans le pays d'accueil. Hein, donc c'est intéressant aussi de voir quelles sont les grandes souffrances dans les migrations, dans les fuites de guerre. Qu'est-ce que le clan a perdu? Et il va y avoir des réparations grâce à des métiers, des hobbies, puisque c'est ta question. On sait que, par exemple, dans les migrations, chez les descendants, il peut y avoir des métiers de orthophoniste, linguiste, professeur, instituteur, etc. Parce qu'en fait, les personnes qui arrivent dans un pays d'accueil ne connaissent pas forcément la langue et auraient eu besoin d'avoir un linguiste, un professeur, un instituteur qui les aide. Voilà. Hein, donc c'est intéressant aussi de le voir sous cet angle-là. Ça peut être des métiers donc réparation, mais quelquefois qui peuvent devenir de réelles vocations. Et une fois qu'on a bien réparé nos ancêtres, on peut le continuer aussi avec bonheur, voilà, et transmettre à notre tour. J'ai eu le cas de personnes qui travaillaient dans des crèches où donc c'était une personne que je rencontrais et elle me disait que dans sa génération, il y avait énormément de personnes qui travaillaient avec les enfants. Et l'histoire de cette dame, c'était qu'elle avait eu une grand-mère qui avait donc quitté la Pologne en laissant, parce qu'elle avait pu se sauver, mais elle n'avait pas pu sauver son bébé et son mari qui étaient morts là-bas.
En arrivant en France, elle n'a pas parlé du tout de cette histoire-là. Elle s'est remariée, elle a eu des enfants. Et c'est ces enfants-là qui accueillaient dans les crèches des enfants pour la journée, qui accueillaient vraiment avec le cœur des enfants. Et voilà, c'était peut-être en réparation quand on a mis à jour cette histoire. Voilà, ça a beaucoup parlé et fait vibrer les cellules du corps de cette dame. Alors, tu parles de Pologne. C'est vrai qu'au cours des siècles, il y a eu énormément de mixité ethnique. Est-ce que dans ces mixités ethniques, il n'y aurait pas aussi, dans le côté culturel, des mémoires plus prégnantes que d'autres, par rapport bien sûr aux guerres et aux transmissions Oui, 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 oui. génétiques? Oui, oui, c'est important. On se remet toujours dans le contexte de la culture, de la religion, pour voir un petit peu comment a circulé, comment s'est transmis des choses dans le clan. Vraiment, les transmissions, c'est super important, le contexte. Il va y avoir des réveils de guerre actuels. Par exemple, je pense à la Russie et l'Ukraine, qui vont réveiller des mémoires qui n'étaient pas apaisées. Trois, quatre générations. Ces pays ont été très souvent en guerre. Et aujourd'hui, on met le focus là-dessus, mais ça a toujours existé dans ces pays-là, plus ou moins. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que ces personnes-là, elles viennent avec une culture et il peut y avoir, pour parler de réparation, il peut y avoir des couples qui se créent pour réparer, pour apaiser, pour amener de l'amour là où il y a de la guerre. Donc les couples aujourd'hui euh, russes, ukrainiens peuvent être en difficulté de loyauté. Il va y avoir aussi la guerre qui s'invite dans notre vie. Si on a des pays dont on est issu qui sont en guerre tout le temps, est-ce que moi, dans mon clan, dans ma vie, je suis en guerre? Contre quoi je suis en guerre? Est-ce que je suis toujours en pétard contre quelque chose? Mais peut-être que je viens réveiller des guerres qui existaient encore et toujours et déjà chez mes ascendants. Donc ça, c'est important aussi. Quelle guerre je fais aujourd'hui, moi, dans ma vie? Qu'est-ce qui me motive, me dépasse aussi en termes d'énergie? Il y en a qui vont être en révolution dès qu'il y a un mot qui surgit dans un vocabulaire. Donc voilà, quelle est la révolution qui n'a pas été apaisée? Ça, c'est important. Dans quoi j'ai envie de mettre de l'ordre dans ma vie? Euh, Quel ordre a été bafoué au-dessus? Voilà. Comment se vit, comment se sont vécues les guerres, mais aussi quels sont les héros qui restent dans mon clan et qui plombent encore. Quand on a des héros, on ne peut pas atteindre la cheville de ces hommes-là ou de ces femmes-là. Et donc, on va s'évertuer à essayer de toujours faire pour le mieux au risque de s'épuiser. Il y a des enfants, des jeunes, enfin, et devenus adultes, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Et donc, quel est le héros qu'il faut ramener tout simplement à un rôle d'humain? Oui, ils ont été héroïques à un moment donné, à 18 ans, ils se sont dépassés, mais c'est des humains. Et donc, leur montrer aussi que bah, ils ont raté certaines choses dans leur vie, ça apaise aussi. Et ceux qui étaient plus bas que terre, peut-être les restaurer aussi à un niveau humain. Ils ont fait comme ils ont pu. On choisit vraiment les solutions qui nous semblent essentielles et primordiales dans l'instant. 20 ans après, on aurait peut-être fait autrement. Mais dans l'instant, on n'a pas pu choisir autrement. On va revenir un petit peu au présent et à ces 3 dernières années où on a vécu avec ce climat bien lourd et bien pesant, qui encore est présent pour certains aujourd'hui. Dans tout ce climat, il y en a même beaucoup, qui se sont définis ne pas se sentir en guerre. Est-ce que ça veut dire que ces personnes n'avaient pas de mémoire de guerre dans leurs cellules ou au contraire, elles avaient passé quelque chose déjà dans leur travail personnel, travail entre guillemets, bien sûr. Peut être. Oui, ça peut être ça. C'est-à-dire que
l'arbre avait été suffisamment nettoyé de mémoires un petit peu douloureuses quant aux guerres pour justement qu'elle puisse traverser cette époque plus facilement. C'est pas que les autres n'avaient pas travaillé, mais c'est qu'il y a certains ancêtres qu'elle n'avait peut-être pas vus en guerre. Et donc, on a pu aborder d'autres mémoires. Par exemple, le grand-père, on sait qu'il a été un héros, mais on avait oublié les grands-oncles, les arrière-grands-pères, etc. Donc voilà, hein, on peut nettoyer ça. Après, les personnes qui ont été relativement en paix à cette période-là se sont, ont pu se trouver en guerre contre des contraintes, contre en rébellion, contre voilà. Et ça peut réveiller une sorte de guerre intérieure par rapport à des valeurs qui étaient bafouées, on ne les respectait plus, on leur imposait des choses, etc. Hein, donc c'est une période qui n'a pas, qui a laissé indemne personne. Enfin, vraiment, tout le monde a été impacté, plus ou moins. Et on a pu se retrouver, non pas en guerre, voilà, comme on a vu, mais en train de chercher à contourner, à essayer d'inventer un nouveau mode de fonctionnement. Et donc, comme dans toutes les guerres, il y a un avant et un après, eh bien là, je pense que 2020 fait référence. Et il y a un avant 2020 et après. On a changé de relation aussi, amicale, amoureuse, etc. Il y a des personnes qu'on voit avec moins de plaisir, d'autres où on a contacté, voilà, des liens, voilà, plus intimes, etc. Hein. Donc, ça, c'est important aussi de le voir. Donc, c'est un pays, des pays qui se sont réveillés autrement après. On a changé en 3 ans, on a beaucoup changé. Nous arrivons aussi au terme de cet échange. Voilà. Quel pourrait être le mot de la fin? Quel pourrait être le mot conclusion, si on peut conclure finalement au moins pour cet échange-là? J'espère qu'il y en aura d'autres, sur des sujets peut-être plus légers aussi que le Oui, concept de guerre, mais volontiers. c'est un sujet tout de même très important à soulever Ah oui, et, indispensable. Ça et nous forme tous. c'est peut-être aussi rappeler que si aujourd'hui nous sommes là, autant les uns que les autres, c'est que derrière, il y a eu des ancêtres qui se sont battus pour que nous soyons là. Euh, Oui, et oui, oui. chacun avec ses armes et chacun avec ses croyances et son époque. Mais en attendant, quel pourrait être pour toi le mot de la fin, la conclusion, l'information à transmettre à ceux qui nous regardent? Oui, alors il y a un titre de livre, hein, Guerre et paix, hein, qui est fameux. Et c'est vrai, voilà, il y a toujours même en pleine guerre, il y a des phases, des journées, des heures de paix. Donc goûtons la paix qui est en nous, dans notre vie, même si on est un peu en guerre et voilà, en situation un petit peu désagréable à vivre, par exemple. En tout cas, euh, quand on est dans des excès, c'est important de se poser la question, est-ce que ça m'appartient vraiment? Et là, on trouvera une paix à s'alléger justement de mémoires qui nous encombrent. Donc, on a tous des passages où on se laisse embarquer par quelque chose qui nous dépasse complètement. Et donc, voilà, ça, c'est judicieux d'aller se pencher. Qu'est-ce qui m'agite et magie en moi pour retrouver une certaine sérénité? Quels sont les sujets qui me titillent tout le temps, qui reviennent régulièrement dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux faire pour apaiser peut-être cet excès-là? Voilà. L'idée, c'est de retrouver quelque chose qui soit plus facile à vivre, plus doux, en fait. Et en étant dans ce détachement qu'on peut acquérir comme ça, voilà, avoir une vie relativement agréable. Voilà. Voilà. C'est un petit peu trouver sa paix intérieure. Voilà.
Mais en tout cas, merci infiniment, Hélène Nicolet, de toutes ces belles précisions. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder d'autres sujets. J'invite Merci. cha- J'invite chacun à prendre le temps d'observer où il en est dans sa vie et voir peut-être sous quelle forme, comme tu l'as dit plutôt plus haut, sous quelle forme on traverse un peu tout ça. C'est ça. C'est ça qui est important et c'est peut-être ça qui est prioritaire pour nous, mais c'est aussi penser que dans la mesure où nos ascendants ont un impact sur nous, nous avons nous-mêmes un impact sur nos descendants et sur les Et oui, générations futures et ne pas oublier de se poser la question quel futur nous avons envie de leur laisser. oui, Fut- exactement. Futur Hmm. global, mais aussi futur individuel. Quelles sont les armes, si je puis dire, que l'on a envie de leur transmettre pour qu'ils puissent vivre dans la plus grande harmonie. Et Oui, ça, c'est important de garder en mémoire tout ça. C'est, oui, tout à fait. nous sommes faits d'un passé, mais nous construisons aussi le passé de nos descendants. Oui, tout à fait. De nos descendants, et si on n'a pas de descendants, on transmet toujours. Ça peut être à des élèves pour un professeur, ça peut être à des voisins, à des neveux, des nièces, on transmet toujours. Donc voilà, plus on est en paix et allégé, et plus ça sera fluide pour les suivants. Eh bien, en tout cas, merci encore une fois, Hélène. Merci Daniel. Merci. Je te dis au revoir. Je vous dis à tous au revoir et à très vite. Bonne journée à vous Bonne toutes. Au journée. Au revoir. revoir.